Bonjour Emmanuel, merci de ton temps déjà. C'est très Merci sympa Stéphane. de prendre le temps pour parler en réseaux sociaux. Donc tu es le directeur des études de Even et tu es notamment en charge d'une étude qui nous intéresse tous beaucoup en tant que parents qui s'appelle Born Social. Oui, Born Social, alors c'est une étude qu'on fait depuis 8 ans maintenant au sein de cette agence Even et qui a comme objet de s'intéresser aux usages des réseaux sociaux par les moins de 13 ans. Les moins de 13 ans, euh, Pourquoi eux? pourquoi les moins de 13 ans? Pour une raison toute simple, c'est parce que ils n'ont pas le droit de s'inscrire sur les réseaux sociaux, donc a fortiori ils n'ont pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux. Et nous, on sait tous que évidemment il y a des enfants de moins de 13 ans qui y sont. Et donc on essaye de comprendre pourquoi ils y sont, qu'est-ce qu'ils y font et comment leurs usages vont potentiellement préfigurer les usages après qui vont se déployer au sein de la population générale. D'accord, ok. Et donc depuis 8 ans que vous faites cette étude, est-ce que toi tu as vu un changement je sais pas, de l'âge ou du type d'enfants qui sont de plus en plus connectés? Oui, alors déjà il y a deux facteurs clés qui rentrent en compte. Il y a une évolution de l'équipement. En 8 ans, les smartphones n'étaient pas autant possédés par les enfants. Et en 8 ans, même si aujourd'hui il y a une plus grande stabilité finalement des fonctionnalités qu'on avait sur le smartphone, mais il y a 8 ans c'était moins, enfin voilà, il y avait moins de smartphones dans les mains de nos enfants. Et puis en 8 ans aussi, les plateformes évoluent. On avait déjà peut-être Snapchat, Instagram, mais par exemple, il y a 8 ans, on n'avait pas vraiment TikTok. Et TikTok s'est imposé comme l'une des plateformes principalement utilisées par les enfants. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais faire un petit classement basé sur la dernière étude que vous avez menée là, il n'y a pas très longtemps, c'est quoi un peu le top des plateformes pour les enfants? Alors, en parlant de plateformes sociales de manière générale, en englobant aussi les plateformes vidéo, YouTube, d'après nos chiffres, reste la plateforme qui est la plus utilisée régulièrement par les enfants. C'est une plateforme qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes, parfois depuis 3 ans, peut-être même avant. Les enfants ont consommé quelques contenus sur YouTube. Donc voilà, YouTube reste numéro un. Après, on va voir apparaître, et ça c'est une nouveauté, c'est le fait que WhatsApp s'est vraiment imposé comme la messagerie numéro un parmi les enfants. Puis après, on va trouver les réseaux sociaux à la croisée aussi de la messagerie, mais plus voilà, qui ont un ancrage générationnel, que sont Snapchat, TikTok, puis une marche en dessous, Instagram. D'accord. Et donc les enfants sont sur toutes ces plateformes-là. Est-ce qu'ils les connaissent? Est-ce qu'ils les découvrent? C'est quoi un peu leur questionnement et leur utilisation de ces plateformes? Alors, pourquoi aussi on s'intéresse aux moins de 13 ans? C'est ce il faut bien comprendre que les enfants, quand ils arrivent on va dire à 10, 11 ans sur ces plateformes, ils n'ont pas le passif que nous, adultes, on peut avoir, nous qui avons Facebook parfois depuis 15 ans, voire même depuis plus longtemps. Les enfants, eux, vont aller spontanément vers la plateforme qui va leur sembler le mieux répondre à leurs besoins du moment. Et parfois, je pense même que souvent, les enfants sont bien plus experts sur certaines plateformes que ne le sont les adultes. Prenons l'exemple de Snapchat. La connaissance de Snapchat par les enfants est bien plus importante que parmi les adultes, de toutes les fonctionnalités qui peuvent exister. D'ailleurs, parce que certaines fonctionnalités sont conçues et sont optimisées pour un usage par les enfants. Je, D'accord. je pense notamment, si je peux continuer, l'usage des Snap Flamme, qui est un système qui consiste à faire augmenter la taille d'une flamme, enfin le nombre associé à une flamme entre deux personnes, une modalité, un indicateur du degré d'amitié qui peut exister entre deux personnes qui communiquent directement sur Snapchat tous les jours. Qui fait des Snap Flammes, on va dire, après 30 ans? Personne. Oui, d'accord. C'est un moyen d'entretenir justement cette flamme entre deux personnes que Snap met en avant et du coup les enfants sont très friands de ça. C'est Exactement. un petit jeu quasiment entre eux et la plateforme les pousse à interagir plus. C'est ça, c'est un petit jeu d'amitié. Et c'est rassurant pour les enfants. S'ils ont des Snap Flammes, s'ils partagent des Snap Flammes avec d'autres amis, ça veut dire qu'ils ont des amis. Et Snapchat joue un peu là-dessus. Et puis, et d'ailleurs, ils s'envoient des messages qui n'ont enfin, aucun sens. Ça peut être simplement une photo du plafond, une photo de leur chien, enfin voilà. Voire même, Ah oui, tout est bon pour entretenir la flamme, quoi. exactement. Tant qu'on maintient ce lien, voilà, on fait partie, on a cette amitié qui est tangibilisée, si je peux me permettre, via les flammes qui apparaissent sur sa messagerie Snapchat.
D'accord, donc ça fait partie des fonctionnalités importantes qu'effectivement les enfants utilisent plus que les adultes. Il Ouais. y a d'autres exemples un peu comme ça que tu aurais en tête sur l'usage qu'ont les enfants des plateformes? Alors, je vais peut-être élargir un peu, mais les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils ont potentiellement envie de discuter avec leurs copains. Ils ont même souvent envie de discuter avec leurs copains. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, ils y vont pour ça. Ils y vont pour socialiser à partir d'un certain âge. Et les plateformes leur permettent de faire un jeu, enfin, d'être le support d'un jeu entre eux. C'est tout le phénomène des roleplay, qui dépasse peut-être un peu aussi les réseaux sociaux, mais tous les phénomènes type Roblox font partie de cette... Mais ça se voit aussi sur TikTok, je vais donner un exemple tout de suite. On va utiliser ces plateformes comme un espace de jeu pour pouvoir jouer donc avec les autres. Un enfant que j'ai interviewé lors d'une précédente édition m'a expliqué qu'elle jouait à la marchande sur TikTok. Donc elle prenait, en faisant des lives, alors, vous voyez D'accord. le système. Et le système c'est, je vais prendre des objets dans ma chambre et je vais faire semblant de les vendre aux personnes qui me regardent pendant le live. Et donc je joue à la marchande. Et c'était bien pour elle un jeu, c'était pas voilà, faire un live TikTok en tant que tel. C'était avant tout l'envie de jouer en utilisant ce support-là. D'accord, donc effectivement, c'est pas des usages du tout natifs pour les adultes. Non, les adultes vendent des objets. Là, quand on joue à la marchande, voilà, le portefeuille virtuel se replique moyennement. Ok, ok. Donc là, les enfants aujourd'hui, parmi tous ceux que tu as interrogés, tu as dû en interroger, je sais pas, une bonne Ah, peut-être une centaine maintenant, une ouais. petite centaine, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui te ressortent qui sont vraiment révélateurs de leur usage aujourd'hui, de ce qui leur fait peur aussi parfois? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils ont une prise de recul par rapport aux réseaux sociaux? Ouais, je pense qu'il faut pas, il faut les entendre parler des réseaux sociaux avec un double. Voilà, souvent, il y a deux choses qui vont apparaître dans leur discours à propos des réseaux sociaux. Ils ont bien conscience que parfois, c'est juste pour combler leur ennui, en vrai. Un peu comme allumer la télé. On va se mettre sur TikTok et c'est un passe-temps et on va scroller, 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 scroller et ils vont avoir une certaine prise de recul par rapport à ça. Ils ont souvent conscience du fait que ce temps passé est assez vain, mais voilà, ça les a amusés et comme pour paraphraser un des enfants que j'ai pu interroger récemment, en fait on continue de scroller parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après la vidéo qu'on est en train de regarder. Et donc ça se trouve cette vidéo-là elle est moyenne, je la scrolle, mais celle d'après elle sera peut-être fantastique. Et donc voilà, ils rentrent exactement dans ce que La mécanique de l'algorithme, voilà, ce que évidemment. veut faire l'algorithme. Donc, je pense que très souvent, en tout cas, ils ont conscience que c'est un endroit où ils vont passer beaucoup de temps. Et puis de l'autre côté, bien sûr, c'est important pour eux parce que c'est un moyen de communiquer avec ses pairs, communiquer avec ses copains. Alors, ils ne savent pas forcément bien le faire. Ça, c'est le principal sujet de Oui. préoccupation qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de communiquer, mais ils n'ont pas forcément conscience que ils peuvent faire du mal, c'est pas une manière de s'exprimer sur les réseaux. Il y a plein de choses comme ça et il faut les accompagner dessus. Mais ils ont besoin de cette communication. Oui, parce que moi je me rappelle d'une édition de Born Social où tu avais diffusé des extraits de conversations sur Snapchat. C'était assez fleuri les échanges entre les enfants. Ouais, c'est tout le problème en fait. C'est ce qu'on veut éviter en interdisant les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. C'est justement ça, ces problématiques de harcèlement, ces problématiques de conversations qui sont néfastes pour les enfants. Et donc d'où l'importance de les accompagner dans voilà, leur éducation à la communication en ligne. D'accord. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas encore tout à fait les codes, mais ils arrivent à s'approprier les plateformes très rapidement. En tout cas, ils n'ont pas les codes de De la socialiser. politesse. De on la va dire. politesse. Parfois, pas tous, hein, bien sûr, hein, c'est souvent quand même une minorité, mais des conversations sur WhatsApp ou sur des messageries de groupe, etc., peuvent évidemment susciter des incompréhensions entre eux et donc susciter de la tension. Ok. Et justement, les réseaux sociaux, ça devient un vrai sujet de cours d'école. Est-ce que c'est quelque chose qui remonte aussi dans les interviews que tu as eues et les échanges que tu as eus avec les enfants? Oui, c'est de la cour d'école et c'est dans l'école aussi. Bien sûr, il y a plusieurs choses. Notamment,
qu'est-ce qui va se raconter pendant les cours d'école? C'est l'influence des créateurs sur Internet. Ça, c'est un sujet à part, mais il faut bien avoir conscience que les plateformes sociales, c'est un espace de diffusion du contenu de certains créateurs, des créateurs qui génèrent de l'intérêt par souvent les plus jeunes, et donc on va discuter de la dernière vidéo de tel créateur, ou est-ce que tu suis un tel, est-ce que tu as vu la danse de machin, etc. Ça, c'est le premier point, c'est le suivi des créateurs. Ce suivi des créateurs, il est inspirant. C'est tout le phénomène de ce qu'on peut voir souvent dans les squares, les parcs l'été, des petits groupes de jeunes adolescents qui vont se filmer et qui vont faire des TikTok. Donc ça, c'est un deuxième impact assez important. Et donc là, on reste au niveau de la cour de récréation. Si on monte dans la salle de classe, il faut avoir aussi conscience du fait que les contenus numérisés sont de plus en plus présents dans on va dire, dans les cours même des professeurs. Il y a de plus en plus de professeurs au collège qui vont envoyer une vidéo YouTube, par exemple, pour apprendre quelque chose, que ce soit en langue notamment, enfin, je veux dire, c'est intelligent comme logique, de se dire, va écouter cette vidéo pour bien savoir comment se prononce tel mot, c'est normal, ou va regarder telle vidéo à propos d'un sujet d'histoire, c'est logique. Mais donc ces contenus-là alors qui concernent avant tout YouTube, sont quand même hébergés sur des plateformes où aussi il y a du contenu de divertissement. Une autre plateforme dont on n'a pas parlé encore, c'est Discord aussi, qui était notamment utilisé qui a beaucoup émergé pendant le Covid comme étant un espace où on peut travailler en groupe, échanger en groupe, et qui était utilisé par certains professeurs. Oui, et effectivement, l'expérience YouTube, pour l'avoir aussi, moi de mon côté avec mes enfants, sur Pronote, le professeur dit « allez voir telle vidéo » et quand tu arrives sur la plateforme, forcément, tu as d'autres vidéos à côté, tu as potentiellement des publicités avant de regarder la vidéo qui t'intéresse. Donc, c'est un peu perturbant comme expérience, je trouve, pour les enfants. Moi, j'aime bien rappeler que c'est une scène de Pinocchio. Pinocchio, Geppetto lui demande d'aller à l'école, et sur le chemin de l'école, il va y avoir le chat qui va dire non, ne va pas travailler, viens plutôt à la fête foraine, on va manger des sucres d'orge, etc. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand un professeur envoie une vidéo pour travailler, et puis l'enfant, quand il arrive sur cette vidéo, en fait, il va surtout être exposé à une publicité pour un jeu vidéo, et forcément, il va falloir qu'il résiste pour pouvoir accéder à la vidéo. Oui, bien sûr. Et du coup, tu parles des jeux vidéo, je pense que c'est un des sujets d'intérêt majeur des garçons. Le numéro 1. Voilà, le numéro 1, d'accord. Ouais. Et les filles, c'est vrai que c'est un peu moins fort, mais les jeux vidéo est le centre d'intérêt principal de ces générations. Ok, donc pour jouer, pour se rencontrer avec les copains, pour pouvoir s'amuser, ça reste… Il y a des jeux en particulier en ce moment ou… Oui, par exemple, on leur a posé la question de savoir dans Band Social est-ce qu'ils avaient déjà conscience des applications de suivi de temps passé. Donc là, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps, déjà parce que la technologie n'existait pas au tout début, il y a 8 ans, maintenant elle existe depuis 3-4 ans. On est à 55% des enfants qui déclarent connaître les applications de suivi de temps passé sur son téléphone portable. D'accord. Pour ceux qui connaissaient cette solution de suivi de temps passé, on leur a dit, mais alors, dis-moi, cette application, elle te dit que tu passes le plus de temps où ça? Ça, c'est intéressant. L'application qui arrive de façon majoritaire dans la réponse, c'est TikTok. C'est TikTok qui capte le plus de temps. Et après, c'est intéressant de voir quels sont un peu les signaux faibles qui apparaissent. Et notamment, il y a aussi beaucoup de citations de Roblox, qui est donc une plateforme de jeux vidéo sur laquelle on ne va pas forcément jouer en tant que tel, je ne sais pas, faire un jeu de plateforme ou autre, mais plutôt socialiser, un espace où on va pouvoir discuter en vocal, en live, avec ses amis. D'accord, ok, hyper intéressant. Et du coup, dans l'usage qu'ont les enfants aujourd'hui, plus ils montent en âge, plus ils utilisent les réseaux sociaux comme une source d'information pour se tenir au courant des dernières tendances, des derniers sujets, du dernier jeu à la mode, voilà, les trends. Ils utilisent ce terme, il est connu chez eux. Ouais. Ok. Est-ce que certains t'ont parlé un peu justement de la désinformation, des infos un peu bizarres qui circulent? Est-ce qu'ils sont déjà exposés à ça quand ils ont moins de 13 ans ou pas vraiment? Moi, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions-là. J'ai plutôt un regard spécifique sur notamment le discours publicitaire.
Là où ils sont peut-être le plus, on va dire, armés pour appréhender les contenus potentiellement faux ou problématiques, c'est notamment, ils ont conscience du fait que certains créateurs et influenceurs vont leur vendre n'importe quoi ou vont leur raconter n'importe quoi. Je trouve qu'ils ont parfois une meilleure connaissance des problématiques, des contenus sponsorisés au sein des contenus des influenceurs, des créateurs, que finalement les techniques marketing habituelles comme les liens sponsorisés classiques sur Google qu'ils maîtrisent finalement moins que les contenus sponsors sur YouTube. D'accord. Et du coup, ils arrivent à identifier qui est un influenceur et quel est son business model, on va dire, et le fait de leur vendre des trucs, ils s'en méfient un peu ou est-ce qu'ils sont Bah, plutôt... ils sont surtout attirés, hein, ils Ouais, sont surtout attirés. D'ailleurs, bon, là, c'est un discours vraiment lié à ma spécialité, hein, d'être dans l'univers du marketing, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que pour un influenceur qui va avoir par exemple un partenariat avec une marque, pour un enfant, le fait de voir qu'une marque s'intéresse à quelqu'un qu'ils apprécient, c'est plutôt quelque chose euh, qui va les conforter dans le fait d'apprécier cette personne-là. Si des marques apprécient cette personne, c'est-à-dire que j'ai raison de l'apprécier. ah d'accord, ça c'est Ouais. hyper intéressant, ok. Ils ont un petit biais de lecture du coup, en se disant personne importante donc... Ouais, donc je suis légitime dans le fait d'apprécier cette personne. Ouais. Ok. Et du coup j'ai vu que dans la dernière étude Born Social, vous aviez commencé à explorer un tout petit peu la partie les intelligences artificielles qui Mm. débarquent partout. On entend parler à tout va. C'est quoi du coup l'expérience des enfants avec l'IA? Alors, oui, c'est la première année où on posait cette question. On voulait évaluer quelle était la proportion d'enfants qui avaient déjà utilisé une intelligence artificielle générative pour chatter. Et il y a deux résultats clés qu'on a fait émerger. Le premier, c'est qu'ils sont 40% à connaître soit ChatGPT, l'outil qu'on connaît le plus, on va dire, au sein du grand public, soit un autre outil que le grand public connaît beaucoup moins, qui s'appelle MyAI, et qui est l'agent conversationnel boosté, enfin en tout cas généré par du chat GPT au sein de Snapchat. Et là, c'est la même proportion, c'est 40% des enfants qui connaissent MyAI. Et ce qu'il y a de clé à comprendre, c'est que les enfants sont très probablement la population qui a l'accès le plus facile à une intelligence artificielle de ce type. Qui, dans son téléphone portable, a ChatGPT? Ça reste encore une minorité au sein de la population française. Alors que toutes les personnes, et notamment tous les enfants qui ont Snapchat, ont donc accès à MyAI, qui est l'agent conversationnel qui fonctionne avec ChatGPT. Et on arrive donc à 16% des enfants qui déclarent, donc de 11 et 12 ans, qui déclarent avoir déjà utilisé MyAI. Donc c'est une vraie question. Il y a une autre étude qui a été publiée récemment par Lovecom, qui est un organisme public anglais, et qui dit à peu près la même chose, qui dit en fait, on est en train de se rendre compte que les enfants sont les early adopters de la conversation avec des intelligences artificielles. Et il y a un dernier outil que j'aimerais citer pour aller dans ce sens-là, un outil qui s'appelle CAI, qui est Character AI, et qui est une application mobile avec laquelle on va converser avec des intelligences artificielles dans le cadre d'un jeu, et qui rencontre un énorme succès aux États-Unis, et qui pose énormément de questions sur l'évolution de nos conversations via les messageries. Dans combien de temps l'usage le messaging avec des intelligences artificielles va-t-il s'imposer ou capter du temps d'attention, en fait, c'est ça la question. D'accord, ok. Ouais, donc il y a vraiment les intelligences artificielles s'immiscent vraiment dans l'usage quotidien que peuvent avoir les enfants Ouais. via ce que tu cites sur Snapchat, mais ils commencent du coup à explorer très tôt et à s'intéresser à toutes les IA parce qu'il y a une trend, là pour le coup on revient sur ce mot-là, Ouais. mais peut-être que aussi potentiellement ça a un impact sur leur évolution future. En fait, voilà, tout ça c'est de la prospective, hein, Hmm. ça démarre. Donc nous, on essaie d'évaluer un petit peu euh, comment émergent les différents usages. En tout cas, les perspectives sont absolument sidérantes. Si demain, on n'arrive plus trop à distinguer quand on communique avec une IA ou quand on communique avec un humain, parce que l'IA va plus répondre à mes besoins, notamment de jeu. Moi, je crois beaucoup à, on va dire, le, le pouvoir du jeu pour faire adopter des nouveaux usages, quel jugement on pourra porter sur ce temps passé? Est-ce que c'est du temps qui est utile, pas utile? Voilà, ça pose véritablement des grandes questions. Et ça va être, je pense, exactement
la même réflexion qu'on peut avoir sur le temps d'écran, dans quelle mesure le temps d'écran des enfants est utile, non utile. Le temps passé avec une IA va-t-il être utile, non utile? S'il est passé avec une IA qui me permet d'apprendre l'anglais plus facilement, ça sera utile. Si je parle avec une IA qui est, je ne sais pas, l'IA générée par un personnage Marvel, ça m'amuse, c'est important, ça me permet d'étendre l'univers, on va dire narratif et fictionnel que j'apprécie, mais est-ce que c'est vraiment utile? Enfin bref, donc voilà, il faut avoir ces réflexions-là qui sont émergentes, hein, mais qui aujourd'hui se posent pour tout le monde, et notamment pour les plus jeunes. Oui, parce qu'on a déjà un peu de mal, entre guillemets, à mesurer l'impact des réseaux sociaux, mais là, on est carrément dans le futur avec les IA qui débarquent aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, cet impact-là, il est important, effectivement. Je pense qu'il y a 3 points. Il y a le point de l'agent conversationnel en IA sur les réseaux sociaux. Snapchat, c'est bon, ils l'ont déjà, ça va arriver sur les autres plateformes. Il n'est pas encore parfait, mais dans combien de temps ça va arriver? Il y a bien sûr aussi l'esthétique IA. Je veux dire, ça c'est quand même une mouvance globale. Donc voilà, on le voit, que ce soit des mini-films ou simplement des photos. Et puis il y a quand même tout le côté très positif en revanche de la créativité. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle va offrir des outils de créativité par le biais des réseaux sociaux? Aujourd'hui par exemple, pas grand monde l'utilise, mais WhatsApp met à disposition l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des stickers. Euh, voilà, c'est ce genre de fonctionnalité qui augure de l'avenir des réseaux sociaux. Ok, ok. Bah écoute, très bonne transition avec ma dernière question qui est 2024, c'est demain. Quelle tendance, toi, tu vois émerger? En tout cas, comment les enfants perçoivent l'avenir des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont changer de plateforme? Est-ce qu'ils vont utiliser plus l'IA? Quels sont leurs Ouais. retours? Alors à chaque fois, je leur pose la question, bah, pour toi, ce sera quoi le réseau social de l'année prochaine, etc. Alors, on devient vite vieux finalement, parce que la plupart du temps, ils indiquent que le réseau social de demain sera le réseau social qu'ils aiment aujourd'hui. Donc D'accord. voilà, pour 2024, moi j'ai beaucoup entendu, ça va être TikTok, ça va être Snapchat, ça va être Instagram, comme ce que c'est actuellement, et peu sont en train de se dire ah non, mais il faut qu'il y en ait un nouveau, parce que voilà, ils ont déjà mis la main dedans, en fait, ils ont déjà commencé à construire quelque chose avec des plateformes, donc ça sera les générations qui arrivent, qui vont faire émerger potentiellement de nouvelles plateformes. Quelles sont les tendances? Voilà, l'intelligence artificielle, c'est clé, hein, ça va être, ça a le potentiel de modifier profondément notre usage des réseaux sociaux. Je pense là de façon plus pragmatique, il y a 2 sujets qui sont intéressants. Le développement de TikTok et notamment la marchandisation de TikTok, qui n'est pas trop arrivée en France. Dans quelle mesure TikTok, qui a réussi sa diversification en termes de contenus éditoriaux, va aussi opérer une diversification en termes d'usage, et notamment l'achat. Voilà, ça c'est une question clé. Et puis avec ce qui se passe sur X, /aka Twitter, on sait très bien qu'il y a de très fortes tensions pour récupérer un petit peu cet usage-là de la plateforme, de la voie publique, entre guillemets. Est-ce que Twitter va maintenir son aura là-dessus, ou d'autres plateformes vont réussir à s'imposer, notamment parce qu'on attend la sortie de Threads pour fin décembre. Donc on verra. Peut-être, hein. En tout cas c'est ce que Ok. Ok, bah écoute, merci beaucoup Emmanuel, je t'en prie, et au plaisir. pareillement.